Olivier Kemed, vous êtes devenu membre du CEAD en 2002 à votre sortie du programme d'écriture de l'École nationale de théâtre. Est-ce que pour vous, ça allait de soi que de joindre les rangs du CEAD? Oui, tout à fait. Surtout que pendant plusieurs années, là, les finissants en écriture dramatique étaient quasi automatiquement retenus par le Centre d'essai des auteurs dramatiques. Moi, c'est Marie Auclair, donc, qui était conseillère en dramaturgie, qui m'a approché dès que j'ai quitté les bancs de l'école. Oui, oui, ça allait de soi. D'autant plus que notre directrice, qui est encore la directrice de la section écriture dramatique, et Diane Pavlovic, qui a été conseillère à la dramaturgie pendant de longues années au CEAD. Et mon ancienne directrice était Elisabeth Bourget, qui est maintenant conseillère à la dramaturgie. Donc il y a des liens évidemment très forts entre le Centre des auteurs dramatiques et l'École nationale de théâtre, section écriture. Et depuis 4 ans, vous avez profité de certains des services ou des activités du CEAD, par exemple une résidence d'écriture. Parlez-moi Oui, de ça. une résidence d'écriture francophone internationale en 2004 à Pierrefonds, dans une villa de jésuites. Et c'était une résidence fantastique. Il y avait là 3 Français, 2 Québécois et une Acadienne. Et ça a été une résidence très féconde pour, oui, je pense que je peux le dire, pour tous ceux qui l'ont faite. J'étais avec Olivier Chouanière, Emma Haché, donc les 3, on était membres du CEAD, et 3 Français. Ça a donné lieu à des pièces qui vont ou même ont déjà vu le jour. Ça a surtout donné lieu, dans mon cas, à une drôle d'entreprise. Avec Olivier Chouanière, on a eu tellement un plaisir fou à faire cette résidence, à écrire, à échanger, à discuter. Quand elle s'est terminée, on a trouvé ça très dur de revenir dans notre train-train quotidien, agrémenté de fax, courriels, aléas de la vie. Et on s'est dit, pourquoi ne pas recréer un tant soit peu, cette ambiance de résidence, en se donnant un bureau. Faisons un bureau d'écriture. Prenons un local, un appartement à Montréal, avec des auteurs qui auraient cette envie aussi de partager un lieu. Constituons un bureau d'écriture. Bon, c'était une idée un peu folle lancée comme ça. On s'est dit, bon, ça va certainement rester lettre morte. Non, on a mis ça en action. Et 1 an plus tard, à peu près, on a eu un bureau qui existe encore sur la rue Saint-Joseph. Et 5 auteurs s'y sont mis, Olivier Chouanière, tous des auteurs membres du CEAD d'ailleurs, Fanny Britt, Vincent Bolduc, François Letourneau, moi-même. Et puis, on y a écrit pendant 1 an, certains plus que d'autres. On était très, comment dire, on s'était dit, bon, mais voyons voir si ça va marcher. Est-ce qu'on peut écrire ensemble dans un lieu? Écrire ensemble, c'est-à-dire partager ce lieu. Ça ne veut pas dire nécessairement des œuvres communes. Chacun avait un coin, la cuisine, une chambre, un salon, etc. Et puis, ça nous permet d'échanger, de passer des fois des textes, de se donner un peu de courage, un peu de cran. Mais ce regroupement un peu spontané, organique d'auteurs, est-ce que vous auriez pu y arriver sans l'aide du CEAD? J'essaie de voir pourquoi le CEAD a été important dans votre parcours depuis 4 ans. Oui, certainement. Disons que dans le cas du CEAD, la résidence nous a donné ce goût-là. La rencontre aussi, hein, c'est un rassemblement. Le CEAD, pour moi aussi, avant tout, au-delà de l'institution, c'est évidemment des êtres humains. Donc moi, mes contacts, quand je pense à CEAD, tout de suite, c'est les auteurs et les conseillers en dramaturgie, c'est Daniel Gauthier au centre de documentation, ce sont des gens avec qui j'échange, qui me nourrissent. Et ça, c'est effectivement possible en dehors du CEAD, mais c'est facilité par le CEAD, oui. Alors vous, comme auteur encore jeune, c'est ce que vous cherchez comme type de service ou de lien avec le CEAD? Pour moi, il y a 3 fonctions essentielles au CEAD. La mémoire, le développement dramaturgique, la diffusion. J'ai besoin, moi, de ces 3 aspects-là dans ma vie de tous les jours. C'est au CEAD que je les retrouve. Un lieu de mémoire, évidemment, parce qu'il y a ce fabuleux centre de documentation où sont consignées les pièces, pas uniquement publiées. Ça, c'est important. La publication de théâtre au Québec est fragile. Elle est pas très volumineuse. Et il y a de forts textes qui ne sont pas publiés, donc on a accès à ça. Je parle des auteurs, mais aussi du public, des gens du milieu, c'est très large. Donc ça, c'est un outil fantastique. Ensuite, un lieu, évidemment, de développement, ça c'est très large, via des ateliers, des résidences, des semaines de la dramaturgie.
c'est primordial pour, comment dire, la santé voilà, du milieu théâtral. Pas juste de l'écriture en premier lieu, mais donc, évidemment, pour les metteurs en scène, pour les acteurs, d'être en contact avec la création. Et enfin, un lieu de diffusion, ça aussi, primordial pour la santé du théâtre au Québec. J'ai besoin de ces trois aspects-là. Oui. Vous avez parlé de ce lieu de mémoire qui est le centre de documentation. Est-ce que vous avez parfois l'impression que cette mémoire du théâtre, on a tendance, dans le flot des productions théâtrales, à l'oublier un petit peu? Est-ce que c'est un milieu où on essaie de faire table rase? Est-ce que vous sentez, vous, la continuité, je dirais, dans le contenu du théâtre, dans l'évolution politique aussi du théâtre québécois? Oui. C'est vrai qu'on a tendance, j'ai l'impression qu'en Amérique du Nord, c'est un trait du Nouveau Monde, hein, souvent de recréer à chaque fois, de faire table rase. Il y a un élément très positif à ça, évidemment, c'est une création dynamique où les classiques n'ont pas un poids castrateur ou trop pesant. Il y a évidemment une faiblesse, c'est qu'il y a un épuisement à vouloir recréer à chaque fois à partir de rien. Il y a une amnésie aussi qui, moi, me peine par moments. On parle du centre de documentation. Moi, je trouve, par exemple, en parallèle, c'est le cas des librairies où on a de moins en moins de fonds, mais énormément de nouveautés. Donc, une disparition, oui, de la mémoire, de l'histoire. J'ai l'impression que chez plusieurs auteurs, peut-être ça revient un besoin de réfléchir sur certains thèmes qui ont été abordés, de s'inscrire dans une continuité, parfois de façon inconsciente, c'est remarqué par d'autres. Tiens, un tel s'inscrit dans telle esthétique qui a déjà été abordée. Moi, j'en ai besoin. Moi, j'ai besoin de savoir d'où je viens pour un temps soit peu savoir où aller. Oui, ça m'apparaît primordial, encore une fois, oui. Avant de choisir le théâtre, Olivier Kemed, vous avez fait sciences politiques et philosophie. Oui. Et on a l'impression que pour vous, le théâtre fait partie d'une sorte d'engagement politique. Vous n'avez pas hésité à publier dans Le Devoir un texte, mais très, très vif, très fort, en réponse à Jacques Godbout et à son alarmisme de réformiste, baby-boomer, déçu de l'évolution du Québec. Comment voyez-vous ça? Est-ce que pour vous, le théâtre peut redevenir un outil politique? Je suis très méfiant par rapport à la récupération politique du théâtre et surtout, l'art pour moi, et donc ça dépasse le théâtre, ne doit pas être à la remorque du politique. Je n'aime pas du tout les pièces à thèse. J'aime beaucoup cette phrase de David Mamet qui dit « Si jamais une pièce pose une question à laquelle il est rationnellement possible de répondre, ce n'est pas une pièce. » On est là, les auteurs, pour amener sur scène, avec les metteurs en scène, avec les comédiens, une certaine forme d'irrationalité, une pulsion, des forces de l'inconscient. J'ai besoin d'écrire dans Le Devoir quand je ressens ce besoin d'écrire une pensée plus rationnelle, plus structurée. Il y a de la structure au théâtre, mais vous voyez ce que je veux dire, avec une ligne très précise, une thèse. Donc, il y a des parentés avec mon écriture théâtrale et en même temps d'immenses différences. Moi, je ne suis pas du tout un apôtre du théâtre politique tel qu'on peut le définir là, avec une pensée partisane, avec un parti pris très clair. Non, j'aime beaucoup une certaine forme de doute, de questionnement, de remise en cause radicale, ça oui. Mais pour moi, tout théâtre, le théâtre que j'aime, le théâtre qui m'inspire, est politique, dans son essence même. Oui, certainement. Et l'auteur de théâtre est aussi un citoyen engagé dans sa société. Qu'est-ce qui anime les citoyens que sont les jeunes auteurs de théâtre? Vous avez à peine 30 ans, 31 ans, le CEAD en a 40. Alors, comment vous vous situez dans ce parcours-là du théâtre québécois? Moi, très personnellement, je ne sais pas où je me situe là, c'est vaste ce 40 ans, mais on est encore à l'aube du théâtre québécois. Hein? Nos classiques sont encore vivants, certains de nos classiques sont encore vivants. Alors c'est fabuleux, il y a tout à faire encore, tout à produire, notre histoire est très récente. Moi, je me situe dans une perspective plus baroque, j'ai l'impression, plus loin du naturalisme psychologique, nourri certainement d'influences nord-américaines, je suis québécois, mais aussi très sensible aux traditions européennes. Je me situe dans ces confluences-là. Régent Ducharme, Jean-Pierre Ronfard, moi, sont des auteurs qui m'ont beaucoup marqué, Claude Gauvreau.
davantage, peut-être que la lignée plus réaliste, si on a absolument à séparer. Je pense à Gélina, je pense à Dubé, qui ont des pièces fantastiques. Hein. Il ne s'agit pas du tout d'une remise en cause, mais d'une sensibilité. Le rôle du CEAD, c'est très important, c'est de ne pas prendre parti dans ces familles esthétiques. Il se doit d'être rassembleur, de présenter à la fois un théâtre dit réaliste, naturaliste, un théâtre éclaté, idéaliste. C'est pour ça que tout ce qui est de l'ordre de la récupération politique ou enfin d'un parti pris d'un théâtre politique, tant mieux si ça anime des auteurs, mais il faut que le CAD reste, je ne veux pas dire loin de ça, c'est un instrument politique, mais il ne doit pas y avoir de prise de position politique à travers le choix des œuvres, par exemple. Là, ça, moi, je suis très, très méfiant. Il y a une indépendance pour moi très forte. Oui. Alors, vous êtes d'une génération où plusieurs jeunes auteurs comme vous ont déjà, en parallèle, assez vite après leur sortie de l'école de théâtre, par exemple, créé leurs propres outils de diffusion. Vous l'avez fait avec 2 collègues, avec les 3 Tigres Tristes. Oui. Vous êtes maintenant directeur artistique d'Espace Libre depuis l'été. Est-ce que vous avez, comme vous avez déjà ces outils à l'extérieur du CEAD, encore besoin comme jeune auteur du CEAD? Tout dépend des projets. Il y a des projets qui ne nécessitent pas un atelier, une résidence, à la limite qui doivent être écrits en secret ou dans une bulle. Et il y a d'autres projets qui nécessitent absolument une intervention, une aide extérieure. Des fois, c'est dur à départager pour l'auteur. On peut se tromper. Hein? J'ai déjà vu, moi, des pièces qui n'étaient pas prêtes ou ça ne leur était pas utile d'être lues. Je viens de citer Gauvreau, Ducharme. Je ne suis pas sûr, moi, que ces gens-là, en fait, je suis sûr qu'ils n'avaient nul besoin de résidence et que ça n'aurait pas été possible dans leur cas, et peut-être pas nécessairement une lecture. Par contre, je pense tout de suite évidemment aux Belles-Sœurs, qui a bénéficié d'une des premières lectures du CEAD. Oui, là, c'est un impact fantastique. Donc, malgré toutes mes occupations extérieures, ma petite compagnie, Espace Libre, etc., oui, j'ai encore un besoin du CEAD. Est-ce que la mission du CEAD, après 40 ans, devrait évoluer un petit peu pour coller mieux aux besoins de l'époque et des auteurs de différentes générations, mais de l'époque aussi? Le contexte a changé. On parle beaucoup de mondialisation de la culture. Il y a de plus en plus d'échanges avec l'étranger entre les Québécois et les gens de théâtre en Amérique et en Europe. Oui, on est beaucoup moins dans un courant d'affirmation nationale qui avait vraiment marqué l'époque autour de Jean-Claude Germain, par exemple, la Fondation du théâtre d'aujourd'hui. C'est un besoin, effectivement, de se doter d'une littérature nationale, etc. Dans un contexte de mondialisation, on pense beaucoup à la diffusion. C'est vrai, c'est important. On en bénéficie tous. Ma seule crainte, c'est qu'elle se fasse au détriment des autres volets que sont le lieu de mémoire, très important, et le lieu de développement dramaturgique. Ce développement-là, pour moi, il y a un mot important, c'est le mot « essai », qui a disparu. Maintenant, on dit le centre d'auteur dramatique, mais le « E » est resté dans le sigle, hein, le centre d'essai. Et c'est un mot, pour moi, fondamental. Qu'est-ce que ça veut dire « essai » ? C'est la méthode de l'essai et de l'erreur. C'est-à-dire de présenter dans un contexte défini, par exemple la semaine de la dramaturgie, avec des gens qui sont au courant qu'il y a là des pièces pas nécessairement complètement finies, terminées, achevées, qui ont besoin de commentaires, qui sont à une étape peut-être fragile. On a ce droit-là à l'erreur. On n'est pas en production, il n'y a pas un théâtre qui est en train d'attendre est-ce qu'on va remplir les salles. Non, on essaie. Et il y a là une gratuité de la parole, parce qu'on ne sait pas nécessairement si cette pièce va se rendre sur une scène, qui m'apparaît fondamentale, vraiment. Je tiens beaucoup, moi, à cet essai-là. C'est la même chose en résidence. On écrivait en ne sachant même pas si un jour cette pièce allait voir le jour, et tant mieux, il faut ça. Il ne faut pas que ça. À un moment donné, il faut bien que la parole se rende, sinon c'est pas possible, ça devient même schizophrénique. Mais dans un premier temps, pour l'auteur, cette espèce de gratuité de l'acte, de l'écriture, est nécessaire. Oui. Donc, pendant les 40 prochaines années, le CEAD devrait poursuivre dans les mêmes voies, finalement. Certainement, oui. Il y aura des remises en cause selon les évolutions de la société, l'évolution des membres aussi, qui auront d'autres demandes. Du moment que les membres restent actifs au sein de l'organisation, ça m'apparaît... je ne suis pas inquiet. Oui. Et le dialogue entre générations d'auteurs, est-ce que vous le vivez, vous, à l'intérieur du CEAD?
Est-ce que vous profitez ici Énormément. de la présence de ces auteurs, de la maturité, qui ont été les fondateurs souvent de ce théâtre Oui, tout moderne? à fait. Oui, il n'y a pas d'énormes conflits générationnels. Des fois, je me demande, c'est terrible ce que je vais dire, je ne dirais pas qu'il en manque, mais des fois, je me trouve poli un peu, les jeunes, par peur du conflit, par peur aussi de ne plus se faire aimer. Ça, c'est présent hein, chez les auteurs. Au Québec aussi, on a peur de ça un peu. Par moments, moi, j'aime bien mettre le point sur la table et faire, bon, là, ça suffit. Là, il y a des choses qui doivent changer, même si c'est fait de façon un peu violente, même si ça ne va pas plaire à tout le monde. Vous avez, vous, telle génération, mené certains combats qui doivent être rappelés, doivent être repris ou doivent être annulés. On doit reprendre le combat ailleurs, en un autre lieu. Mais à part, des fois, ces divergences saines, c'est d'une richesse incroyable, évidemment. Moi, en plus, à l'École nationale, dans le volet écriture, j'ai bénéficié de l'apport des expériences d'auteurs de toutes sortes de provenances, de générations, de types d'écriture. Moi, j'avais besoin de ça. Oui. On est des éponges aussi, hein? On a besoin d'aller tirer le jus un peu de tous et chacun. Vous n'avez pas hésité à confronter Jacques Godbout sur la place publique, mais dans le milieu du théâtre, vous n'avez jamais senti ce besoin de confronter l'un de vos ancêtres, entre guillemets? J'ai écrit un article dans la revue Jeu là, qui vient de faire un numéro sur la dramaturgie, un peu l'état des lieux de la dramaturgie actuelle, où j'attaquais un peu la lecture historique du théâtre québécois. C'était pas nécessaire, j'ai pas personnalisé le débat, mais ce que je remarquais, c'est que on prend toujours la création de Ticoc comme Garcia Gélinas, donc en 48, là, je ne veux pas dire de bêtises, oui, comme un peu le début, effectivement, de notre dramaturgie nationale. Et puis ensuite, viennent Marcel Dubé, Michel Tremblay, etc. Il y a toute une lecture qui s'est établie, qui est une lecture officielle. Elle est, je ne la récuse pas, mais je l'ébranle un peu. Je trouve qu'il y a tout un pan de notre dramaturgie qui a été un peu écarté. Et je citais la pièce Bien-être de Claude Gauvreau, même année à peu près. Bien-être est une courte pièce qui a été publiée dans le Refus Global. Et c'est le début pour moi d'un théâtre justement non réaliste, un théâtre de contestation évidemment, un théâtre contre et non pas un théâtre pour. Et ça, on n'en parle pas, c'est pas dans les manuels d'histoire du théâtre, même cette pièce-là est très dure à trouver. Donc ça, oui, j'ai des choses à dire là-dessus. Oui. Et le CEAD, c'est l'endroit pour les dire? Oui, entre autres. Pas uniquement, mais oui, c'est un lieu où j'aime bien avoir ces débats-là. Tout à fait. Merci beaucoup, Merci Olivier Kemel.